J'ai grandi dans une maison où le silence était considéré comme une marque de bonne manière. Nous ne parlions pas des vraies choses, seulement des sujets sans risque. Le travail, la météo, qui avait oublié de sortir les poubelles. C'était ce genre de politesse de banlieue, parfaite en apparence, mais étouffante de l'intérieur. Ma mère, Barbara, aimait dire que nous étions l'image de la normalité. Elle avait raison, si le normal signifiait prétendre que tout allait bien, tout en se détestant silencieusement à table. Ma sœur Lorraine était la star de ce tableau. Elle pouvait entrer dans une pièce et attirer tous les regards. Bruyante, drôle, impossible à ignorer. Mes parents adoraient ça. Papa, ou plutôt mon beau-père, Peter, la qualifiait de gagnante-née. Il disait qu'elle avait de la prestance. Ce que j'avais, apparemment, c'était du potentiel, ce qui est une autre façon de dire que tu n'y es pas encore, mais bonne chance. Quand je me suis engagé dans l'armée, ils ont appelé ça une phase. Ma mère disait à ses amis que je faisais de l'informatique pour le gouvernement. C'était plus simple que d'expliquer ce que le cyberrenseignement signifiait vraiment. Elle le disait avec un petit rire, le genre qui faisait comprendre à tout le monde qu'elle n'était pas fière, juste amusée. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. On ne peut pas changer les gens qui préfèrent leurs illusions. Un dimanche, nous avions un barbecue dans le jardin, le genre avec des assiettes en carton et des blagues familiales gênantes. Lorraine se vantait de son nouveau travail dans l'immobilier. 3 ventes en une semaine, a-t-elle dit, agitant son verre comme si elle avait gagné un trophée. Tout le monde a applaudi. Peter lui a tapé dans le dos comme si elle revenait de la guerre. Puis maman m'a regardé et a dit, et Emma, toujours dans l'armée, juste derrière tous ces ordinateurs. La tablée a gloussé poliment. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai pris une autre gorgée d'eau. J'avais passé le mois précédent à coordonner l'analyse des menaces numériques pour un pays partenaire de l'OTAN, mais bien sûr, derrière tous ces ordinateurs convenaient parfaitement. Lorraine s'est tournée vers moi avec ce sourire narquois qui pouvait vous couper en deux. Alors, M, a-t-elle demandé, tu ne t'ennuies jamais à regarder des écrans toute la journée? J'ai répondu, parfois, mais au moins, mon travail ne dépend pas de mensonges racontés à des inconnus. Elle a cligné des yeux, puis a ri trop fort, feignant de ne pas être insultée. La mâchoire de maman s'est crispée. Emma, a-t-elle dit doucement. Ne sois pas cruelle. C'était mon signal pour me taire, sourire, et débarrasser la table. Ce n'était plus que je voulais leur approbation. J'avais cessé de la désirer il y a des années. C'était juste étrange de voir à quel point tout était prévisible. Leur rythme, leur rôle. Lorraine se vantait, maman polissait le mensonge, Peter hochait la tête comme le PDG d'une famille que personne n'avait demandé à rejoindre. Et moi? J'étais le bruit de fond, un rappel silencieux que la compétence sans charme ne mérite aucun applaudissement. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise sur le porche arrière avec mon ordinateur portable. Le quartier était calme, juste le faible bourdonnement des grillons et la télévision de quelqu'un à 2 maisons de là. Je me suis connecté au portail sécurisé, double authentification, scan rétinien, la totale. L'écran s'est allumé de flux cryptés et d'alertes rouges. J'ai mis mon casque à réduction de bruit. Quelque part de l'autre côté de l'océan, un serveur étranger envoyait des requêtes aux lignes diplomatiques américaines. J'ai commencé à tracer le signal, à croiser les métadonnées. Mon monde s'est réduit à des chiffres, des coordonnées et des probabilités. Personne n'applaudissait pour ça, mais là-bas, la sécurité de quelqu'un en dépendait. Quand je me suis déconnecté, il était plus de minuit. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé le jardin sombre. À cet instant, la maison derrière moi ressemblait moins à un foyer qu'à un décor de théâtre, un décor où j'étais en permanence mal choisi pour le rôle. À l'intérieur, j'entendais Lorraine rire au téléphone, parlant probablement de son nouveau petit ami ou d'une vente qu'elle venait de conclure. Elle avait ce genre de rire, grand et lumineux, comme si elle n'avait jamais eu à douter d'être aimée. Je l'enviais parfois, non pas pour l'attention, mais pour la facilité avec laquelle tout semblait se dérouler pour elle. Elle pouvait gâcher un dîner, sortir en pleurant, et être pardonnée avant le dessert. Moi, en revanche, je pouvais sauver des vies et être encore traité comme un inconvénient trop performant. La voix de maman a flotté dans le couloir. Lorraine, ma chérie, ne veille pas trop tard. Tu as ta visite demain matin. Puis, de nouveau le silence. C'était le rythme de notre maison, le chaos,
suivi d'un calme qui semblait plus lourd que le bruit. J'ai regardé l'horloge. Minuit 17. Je devais être de retour à Fort Meade à 6 heures. Une autre garde de 12 heures. Un autre rapport classifié que personne ne lirait jamais en dehors de ma division. Je suis monté, passant devant les photos du couloir. Lorraine dans sa robe de bal. Lorraine à sa remise de diplôme. Lorraine avec maman et Peter, souriant comme une vraie famille. Ma propre photo était plus petite, nichée près de l'escalier, à moitié cachée derrière une plante d'intérieur. Je me suis arrêté pour la regarder. J'étais en uniforme, droite, l'expression neutre. Le cadre était poussiéreux. Le truc marrant avec le silence, c'est qu'il vous fait remarquer des détails que vous préféreriez ignorer. Avant de me coucher, j'ai vérifié mon téléphone. Un message du capitaine Moore, réunion de 8 heures avancée. Venez préparer avec l'analyse de cryptage. J'ai répondu, bien reçu, mon capitaine. Professionnel, efficace, prévisible. C'était ma vie. En bas, j'ai entendu le faible bruit de la porte du réfrigérateur. Puis, de nouveau le rire de Lorraine, probablement en train de piller les restes tout en faisant défiler son téléphone. Elle et moi n'avions pas eu de vraie conversation depuis des mois. La dernière fois que nous avions essayé, elle m'avait dit que j'étais trop intense, que je parlais comme un robot. Elle l'avait dit comme une blague, mais du genre qui laisse des bleus. Je me suis brossé les dents, j'ai réglé mon réveil, et j'ai fixé le plafond dans le noir. Mon cerveau refusait de se reposer. Chaque petit bruit dans cette maison avait une histoire. Le craquement du plancher du couloir où je me cachais quand ils se disputaient. Le bourdonnement du climatiseur qui se mettait toujours en marche juste au moment où quelqu'un allait dire quelque chose d'honnête. Le faible tic-tac du thermostat, comme un métronome comptant les secondes avant la prochaine performance. Il pensait que j'étais froide parce que je ne montrais pas d'émotion. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que certaines personnes apprennent à se figer pour survivre. Mes paupières se sont alourdies, mais mon esprit est resté vif. Schéma, synchronisation, déclencheur. C'est ainsi que j'ai toujours tout analysé, même la famille. On cherche les points faibles, les moments où les systèmes défaillent. La famille Caldwell était son propre type de système. Instable, autosatisfait, et sur le point de s'effondrer. Quand ça arriverait enfin, personne ne pourrait dire qu'il ne l'avait pas vu venir. Le réveil a sonné à 5 heures, et j'étais déjà réveillé. Des années d'habitude militaire font de vous un dormeur léger, surtout après avoir passé la nuit dans une maison où la tension bourdonne plus fort que le climatiseur. Je me suis habillé dans la pénombre, uniforme repassé, cheveux attachés serrés, mouvements nets et silencieux. Si la famille Caldwell était le chaos, l'armée était la gravité. Elle m'empêchait de dériver dans la folie. J'ai traversé les rues de Maryland avant l'aube, un café dans une main, mon badge d'identification dans l'autre, jusqu'à ce que la grille de Fort Meade apparaisse à travers le brouillard. Le garde de sécurité a à peine levé les yeux en voyant mon grade et mon habilitation. À l'intérieur de la base, tout s'est mis en place. L'ordre, les saluts secs, le bruit des bottes sur le bitume. Personne ne posait de questions futiles ici. Chacun avait un but. Quand j'ai atteint la division du cyber-renseignement, le soleil perçait le brouillard comme un laser. Mon poste de travail était dans un compartiment sécurisé, un CIF. Pas de fenêtre, pas de téléphone, pas de distraction. Juste des rangées d'écrans, des serveurs bourdonnant comme une machinerie silencieuse, et le pouls constant des données se déplaçant plus vite que n'importe quelle conversation humaine. « Bonjour, lieutenant Caldwell », a dit un des analystes, me tendant un rapport. L'activité nocturne a augmenté de 22% sur le nœud des Balkans. Non, signalez-le, recoupez avec les interceptions précédentes, ai-je dit, et verrouillez-le sous examen de niveau 4. Pas d'hésitation, pas de mouvement gaspillé. C'est ce que j'aimais dans ce monde. La logique, pas les sentiments. On n'a pas à prouver sa valeur avec du charme. On la prouve en ayant raison. Le capitaine Ryan Moore est entré quelques minutes plus tard, grand, d'humeur égale, le genre d'homme qui pouvait affronter le chaos un café à la main. Caldwell, a-t-il dit, débriefez-moi sur le trafic de la nuit dernière. Je me suis mis au garde à vous, totalement concentré. Mon capitaine, les schémas de cryptage indiquent un mouvement coordonné entre au moins 3 serveurs liés au même acteur de menace du trimestre dernier. Probabilité d'escalade, 78%.
Il a hoché la tête une fois. C'est du solide. Rédiger un rapport préliminaire pour la liaison de la NSA avant 11 heures. C'était ça, avec Moore. Il ne distribuait pas les compliments comme des bonbons. Quand il disait du solide, on savait que ça signifiait quelque chose. Pendant les 6 heures suivantes, je me suis perdu dans l'analyse, décodant des signaux, cartographiant des empreintes numériques, et traquant des vecteurs de menaces dont la plupart des civils ne soupçonneraient même pas l'existence. Ce n'était pas glamour, mais c'était important. Au déjeuner, j'ai mangé avec le sergent Patel, une des rares personnes qui arrivait à me faire rire. Alors, a-t-il dit entre deux bouchées, tu vis toujours avec ta famille. Malheureusement. Il a souri narquoisement. Ah, la vie glamour d'une cyberguerrière. Tu traques des hackers russes le jour et tu partages le Wi-Fi avec ta mère la nuit. Ouais, ai-je dit en remuant mon café. Et ma sœur pense que mon niveau d'habilitation signifie que je répare des imprimantes. Il a ri. Tu pourrais avoir 10 médailles que ta famille te demanderait encore si tu es marié. Exactement. Quand je suis retourné à mon bureau, j'ai vu un message de la maison. C'était de ma mère, bien sûr. Lorraine organise un dîner samedi. Ne porte pas ton uniforme, ma chérie. Ça met les gens mal à l'aise. Mal à l'aise. C'était son mot pour tout ce qu'elle ne comprenait pas. Ce soir-là, en rentrant, l'odeur de cire de bougie et de vin bon marché m'a frappé avant même que j'ouvre la porte. Lorraine était dans le salon avec maman, riant devant la rediffusion d'une émission de télé-réalité. J'ai dit bonjour, mais personne n'a levé les yeux. Maman s'est finalement tournée. Oh, tu es rentré tôt. On regarde juste un truc idiot. Tu n'aimerais probablement pas. Ça parle de relations. Lorraine a souri narquoisement. Ouais, elle ne fait pas dans les relations. Elle fait dans les tableurs. Fin de la partie. J'ai laissé tomber mon sac sur la chaise. Tu as raison, ai-je dit. Les tableurs ne trichent pas. Ça a attiré leur attention. Maman m'a lancé un regard d'avertissement. Lorraine a levé les yeux au ciel. Tu sais quel est ton problème, a-t-elle dit, sa voix légèrement pâteuse. Tu penses que la discipline te rend meilleure que tout le monde, mais ça te rend juste ennuyeuse. L'ennui est sous-estimé, ai-je dit. Les gens ne meurent pas d'ennui. Maman a soupiré, se frottant les tempes. Les filles, s'il vous plaît. On peut éviter de transformer chaque soirée en compétition? Lorraine a souri. Ce n'est pas une compétition si une personne perd toujours. Je sentais la tension monter, vive et familière. C'était la même danse que nous avions faite toute notre vie. Elle provoquait, j'ignorais, maman jouait l'arbitre. J'avais vu de véritables cyberattaques se dérouler avec moins de prévisibilité. Je suis allé à la cuisine pour me verser un verre d'eau. Derrière moi, j'ai entendu Lorraine chuchoter quelque chose, puis un rire. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé maman en train de faire des crêpes. Bonjour, ma chérie, a-t-elle dit, comme si la veille n'avait pas eu lieu. Lorraine passe plus tard. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. Ce serait une première, ai-je marmonné. Maman a froncé les sourcils. Tu pourrais essayer de faire un pas vers elle, Emma. Elle a été sous pression. Sous pression? La version de la pression de Lorraine, c'était une mauvaise journée capillaire ou une vente qui tombait à l'eau. La mienne impliquait des menaces cryptées et des protocoles fédéraux, mais bien sûr, mettons ça sur un pied d'égalité. Au travail ce jour-là, j'ai de nouveau débriefé le capitaine Moore. Après, il m'a arrêté à la porte. Ça va, Caldwell? Oui, mon capitaine. Vous avez été ailleurs, ces derniers temps. Gardez votre concentration. Je vais bien, ai-je dit, et je le pensais. J'allais bien au travail. J'allais toujours bien là-bas. Ce soir-là, j'ai trouvé Lorraine assise dans la cuisine en rentrant. Salut, a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air décontracté. Écoute, à propos d'hier. Ne t'en fais pas, ai-je dit en posant mes clés. Non, sérieusement, a-t-elle insisté. J'ai été une connasse. C'est une valeur sûre. Elle a ri maladroitement. Et tu es toujours drôle, à ta manière robotique. J'ai haussé un sourcil. Waouh, des excuses sincères. Elle a haussé les épaules.
Qu'est-ce que tu veux que je dise? Toi et moi, on est juste différentes. Ouais, ai-je dit doucement. J'avais remarqué. Elle s'est versé un autre verre de vin et s'est appuyée contre le comptoir. Tu ne penses pas que tu prends la vie trop au sérieux? Tu es toujours si contrôlé. La discipline, ai-je dit. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, eh bien, peut-être que si tu te détendais de temps en temps, les gens t'aimeraient plus. J'ai souri. Je ne me présente pas au bal de promo, Lorraine. La conversation s'est terminée comme toutes nos conversations. À moitié sincère, à moitié toxique, complètement épuisante. Je suis monté, mais je l'entendais encore en bas, fredonnant avec la télévision. C'était presque réconfortant, ce bruit prévisible. Presque. Plus tard cette semaine-là, lors d'une garde tardive à Fort Meade, je révisais un rapport d'incident quand le capitaine Moore s'est arrêté à mon poste. Vous rentrez à la maison après ça? Oui, mon capitaine. Ne restez pas trop longtemps là-bas, a-t-il dit. Parfois, la famille peut drainer plus d'énergie que le travail. J'ai esquissé un petit rire. Mon capitaine, ce sont des informations classifiées. Il a gloussé. Continuez, lieutenant. Quand je suis finalement rentré, le quartier était sombre. Mes phares ont balayé la maison, éclairant la voiture de Lorraine dans l'allée. Elle avait encore bu, à en juger par les bouteilles à moitié vides dans le bac de recyclage. À l'intérieur, maman dormait sur le canapé, la télévision toujours allumée. Lorraine était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone, un verre de vin à la main. « Salut », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Tu sais, maman s'inquiète pour toi. Elle dit que tu n'as pas l'air heureuse. » J'ai posé mon sac. Je ne suis pas là pour être heureuse. Elle a levé les yeux. C'est exactement ce que je veux dire. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo et je me suis tourné pour partir. Tu sais quel est ton problème, Emma, a-t-elle dit soudainement. Tu penses que le monde est régi par des règles, mais ce n'est pas le cas. Il est régi par des gens comme moi. Je l'ai regardé. Alors c'est peut-être pour ça qu'il ne cesse de se briser. Elle a ricané, secouant la tête. Tu es impossible. Bien, ai-je dit. C'est ma qualité préférée. Je suis monté, j'ai fermé ma porte derrière moi, et je me suis assise sur le bord du lit. Le rire en bas s'est de nouveau estompé dans le silence. Dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas vu avant. Chaque système, qu'il soit familial, militaire ou autre, a un point de rupture. Et le nôtre approchait. L'odeur de parfum bon marché m'a frappé avant même que je n'entre dans la maison. Il y avait des ballons, des serpentins, et un gâteau sur lequel était écrit « Joyeux anniversaire, Lorraine en glaçage rose vif », comme si nous avions encore 12 ans. La table de la salle à manger était encombrée de verres de vin, de sacs cadeaux, et d'une pile de photos montrant Lorraine souriant lors d'une porte ouverte qu'elle avait apparemment réussi. Ma mère s'affairait avec les bougies. Mon beau-père, Peter, remplissait les verres. Et tout le monde avait l'air de passer une audition pour une publicité sur les moments familiaux parfaits. Lorraine m'a repéré de l'autre côté de la pièce et a levé son verre. Regardez qui a enfin décidé de se montrer. Le gouvernement te laisse sortir de ta laisse, hein? J'ai souri poliment. Contente de te voir aussi. Maman est intervenue avant que je ne puisse m'asseoir. Emma, aide-moi avec les assiettes, veux-tu? Son ton était doux, mais il portait cette urgence subtile qui signifiait « ne gâche pas l'ambiance ». Je l'ai suivie dans la cuisine. Elle s'est penchée près de moi et a chuchoté, faisons en sorte que cette soirée reste paisible, d'accord? C'est son jour spécial. C'est toujours son jour spécial, ai-je dit. Elle m'a fait ce sourire crispé qu'elle réservait aux vérités inconfortables. Tu sais à quel point elle est sensible. Traduction, tais-toi. Nous avons apporté les assiettes et Lorraine a immédiatement commencé à raconter comment un client l'avait qualifiée de meilleure agente qu'il ait jamais rencontrée. Tout le monde a applaudi. Peter a levé sa bière. C'est ma fille. Quand les applaudissements se sont tus, j'ai posé une petite boîte emballée sur la table devant elle. Lorraine a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau, ai-je dit. Ce n'est pas grand-chose. Elle l'a ouvert et, pendant un instant, son visage s'est adouci. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de nous quand nous étions enfants. Chaussures boueuses,
cheveux en désordre, debout à côté d'un arbre que nous escaladions derrière notre ancienne maison. Waouh, a-t-elle dit. Un traumatisme vintage. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde avant que tout le monde n'éclate de rire. J'ai souri comme si je m'en fichais, mais j'ai senti cette brûlure familière dans ma poitrine. Maman a agité la main. Oh, Lorraine, ne la taquine pas. C'est mignon. Lorraine a de nouveau levé son verre. À Emma, la sentimentale, toujours à vivre dans le passé. Peter a gloussé. Eh bien, au moins, elle est constante. Les rires ont repris, légers et insouciants. J'ai gardé les yeux sur mon assiette. J'avais survécu à des débriefings d'interrogatoire avec plus d'empathie que cette tablée. Le dîner s'est poursuivi au même rythme prévisible. Lorraine parlait, maman la louait, Peter hochait la tête, et moi, j'essayais de ne pas grincer des dents jusqu'à la poussière. Quand le gâteau est arrivé, ils ont commencé à chanter. J'ai chanté aussi, principalement par habitude. La lumière des bougies vacillait sur leurs visages souriants, et pendant une brève seconde, je me suis demandé si j'étais la seule personne dans cette pièce à remarquer à quel point tout cela était faux. Après le dessert, Lorraine s'est versé un autre verre et a orienté la conversation vers moi. Alors, M, a-t-elle dit. Tu fais toujours tes trucs d'espionne? J'ai pris une grande inspiration. Cyber-renseignement, pas espionnage. Elle a souri. C'est la même chose, non? Assise derrière un écran à regarder les emails des gens. Pas exactement, ai-je dit. Il s'agit de protéger les actifs nationaux. Peter a haussé un sourcil. Les actifs nationaux? Ça a l'air chic. Mais à quel point les ordinateurs peuvent-ils être dangereux? J'ai posé mon verre. Demandez à quiconque s'est fait pirater son ambassade. Lorraine a ri. Détends-toi. On te taquine juste. Mon Dieu, tu es si sérieuse tout le temps. Maman a hoché la tête. Elle est bien intentionnée, ma chérie. Tu pourrais essayer d'être un peu plus légère parfois. C'est vrai, ai-je dit, parce que c'est ce qui manque au travail du renseignement. La légèreté. Peter a soupiré. Tu vois, ce ton, là? On dirait toujours que tu fais un débriefing. Je suppose que je suis juste habitué à ce que les gens prennent les choses au sérieux. Lorraine s'est penchée en avant, les yeux vifs. Tu veux dire, des gens comme toi? Allez, monsieur, tu n'es pas si importante que ça. La pièce est de nouveau devenue silencieuse. Même maman avait l'air mal à l'aise. J'ai souri finement. Tu as raison. J'empêche juste des choses qui ne font jamais les gros titres. Le sourire de Lorraine a vacillé pendant une demi-seconde. Puis elle en a ri. Mon Dieu, tu rends toujours tout si dramatique. Si dramatique. Ces mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Je les avais entendus toute ma vie. Chaque fois que j'essayais d'expliquer mon travail, mes choix, ma perspective. C'était le raccourci pour dire « on ne te croit pas ». Peter a tapé une fois dans ses mains. Allez, assez parlé de travail. C'est censé être amusant. Lorraine a de nouveau levé son verre. Amusant. Voilà quelque chose à quoi Emma est allergique. Tout le monde a ri à nouveau. Je me suis levé, forçant un sourire. Excusez-moi. Fin de la partie 4. Dans la cuisine, je me suis appuyé contre le comptoir, le bourdonnement du réfrigérateur plus fort que les voix dans l'autre pièce. Mon pouls était stable, mais mon estomac était noué. J'avais été entraîné à gérer des situations de haute pression, mais rien dans l'entraînement militaire ne vous prépare à une famille qui vous traite comme la cible de ses blagues. Après quelques minutes, Lorraine m'a suivi. Salut, a-t-elle dit, chancelant légèrement sur ses talons. Ne sois pas fâché. Tu sais comment on blague. J'ai ouvert le frigo juste pour avoir quelque chose à faire. Toi, tu blagues. Moi, je tolère. Elle a ricané. Oh, s'il te plaît, ne fais pas ta martyre. Tu adores être le génie silencieux. Ça te donne un sentiment de supériorité. J'aime la paix, ai-je dit. C'est tout. Elle s'est approchée. Tu crois que je ne le vois pas? La façon dont tu me regardes, comme si j'étais une idiote superficielle. Je ne pense pas que tu sois une idiote, ai-je dit. Juste insouciante.
Ses yeux se sont rétrécis. Au moins, les gens m'aiment bien. J'ai fermé le frigo et je l'ai regardé. Les gens te tolèrent parce que tu fais du bruit. Ce n'est pas la même chose qu'être aimé. Son visage s'est tordu et j'ai vu l'envie brute et laide qu'elle cachait sous tous ses rires. Elle s'est approchée, sa voix baissant. Tu penses que cet insigne sur ton uniforme te rend meilleur? Tu penses que l'armée te rend spécial? Je pense qu'elle me rend responsable, ai-je dit. La lèvre de Lorraine s'est retroussée. Responsable de quoi? D'ennuyer les gens à mourir? Je me suis tourné pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. Ses ongles se sont plantés dans ma manche. Tu ne peux pas continuer à me mépriser. Lâche-moi, Lorraine. Dis-le, a-t-elle sifflé. Dis que tu n'es pas meilleur que moi. J'ai regardé sa main agrippant mon bras, la tension dans son poignet, le regard vitreux dans ses yeux. Elle était assez saoule pour être sérieuse. Lorraine, ai-je dit doucement. Lâche-moi avant de le regretter. Elle m'a relâché et a reculé en trébuchant, riant, essayant de faire passer ça pour une blague à nouveau. Mon Dieu, tu es si intense. Toujours à menacer les gens. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, souriant trop largement. Tout va bien ici? Parfaitement, a dit Lorraine joyeusement. On rattrape juste le temps perdu. Maman m'a regardé. Emma? Parfaitement, ai-je répété en écho. Maman a hoché la tête, satisfaite, et est retournée dans le salon. Lorraine m'a lancé un regard suffisant avant de la suivre. Pour le reste de la soirée, je suis resté dans mon coin. Je me suis assise à l'écart, sirotant de l'eau, regardant Lorraine dominer chaque conversation comme un projecteur qui ne s'éteint jamais. Maman continuait de rire à ses blagues, Peter lui disait à quel point il était fier. Et moi? J'étais juste assise là, invisible comme d'habitude, cataloguant chaque détail, le ton, le timing, les signes. C'est ce que je fais. Quand les invités sont finalement partis, j'ai aidé à nettoyer. La maison sentait le vin, le sucre et l'épuisement. Lorraine était à l'étage, parlant toujours fort au téléphone. Maman fredonnait en essuyant le comptoir, faisant comme si rien ne s'était passé. Elle m'a regardé. Tu vois, ce n'était pas si terrible. J'ai hoché la tête en empilant les assiettes. Bien sûr, super soirée. Mais mon esprit n'était pas à la vaisselle. Il était sur le regard dans les yeux de Lorraine quand elle m'avait attrapé le bras, un mélange de jalousie et de quelque chose de plus sombre, de plus instable. Et quelque part, sous le bruit des verres qui trinquaient des rires forcés, une certitude tranquille s'est installée dans mes tripes. Cette famille était une mèche, et quelqu'un venait de l'allumer. La maison était silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge et du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'étais assise dans la cuisine, finissant un verre d'eau, essayant d'oublier à quel point la soirée avait été fausse. À l'étage, j'entendais Lorraine bouger, talons qui claquent, tiroirs qui claquent, la bande-son familière d'elle étant ivre et dramatique. L'horloge numérique sur le four clignotait, 1h54. J'ai pensé à aller me coucher et à faire comme si de rien n'était, comme toujours, mais sa voix a résonné depuis l'escalier. Emma, tu es réveillée. J'ai fermé les yeux, j'ai expiré lentement. Ouais, ai-je répondu. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, toujours dans sa robe de soirée, le mascara coulant sous ses yeux, un verre de vin à moitié vide à la main. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Ce n'était jamais bon signe. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, gardant un ton neutre. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, souriant trop largement. Tu te crois meilleur que moi. J'ai soupiré. Lorraine, il est 2 heures du matin. Exactement, a-t-elle dit en prenant une gorgée. C'est l'heure où les gens disent la vérité. Je ne joue pas à ça. J'ai commencé à me lever, mais elle a bloqué le passage. Non, tu vas jouer à ça, a-t-elle sèchement coupé. Tu restes assise là avec ta petite discipline militaire parfaite, agissant comme si tu étais une sorte d'héroïne. Tu crois que je ne vois pas comment tu me regardes? Lorraine, ai-je dit calmement, tu es ivre. Va te coucher. Elle a claqué le verre sur le comptoir si fort qu'il s'est fissuré. Tu m'as jugé toute ta putain de vie. Tu te crois meilleur parce que tu portes un uniforme, parce que tu sers ton pays. Scoop, tout le monde s'en fout. Je n'ai pas bougé.
J'avais appris il y a longtemps que réagir ne faisait qu'alimenter sa colère. Je ne te juge pas, ai-je dit doucement. Je ne veux juste pas me battre. Elle a ri, un rire fort et amer. Tu es toujours si calme, comme un robot. Tu ne peux même pas ressentir d'émotions normales, n'est-ce pas? Pas celle que tu appelles normale, ai-je dit. Son visage s'est tordu. Tu es si pleine de toi. La voix de maman a flotté depuis le salon, fatiguée et agacée. Les filles, il est tard. Arrêtez ça. Va te coucher, maman, a crié Lorraine. Je parle à ma sœur. Je me suis frotté le front. C'est inutile. Elle s'est approchée. Tu sais ce qui est inutile? Toi, agissant comme si l'armée te rendait spécial. Tu es une informaticienne glorifiée avec un insigne. Celle-là a fait plus mal qu'elle n'aurait dû. Non pas parce que c'était vrai, ça ne l'était pas, mais parce que ça venait de la seule personne qui savait frapper exactement là où ça fait mal. Va cuver ton vin, ai-je dit. Elle m'a poussé l'épaule. Ne me tourne pas le dos. Lorraine. Dis-le, a-t-elle crié, les yeux fous. Dis que tu n'es pas meilleur que moi. La dispute commençait à ressembler à du bruit blanc dans mes oreilles. La partie entraînée de mon cerveau, calme, procédurale, a pris le dessus. Évaluer, désamorcer, se désengager. Mais la logique a ses limites quand l'autre personne est ivre et hors de contrôle. Puis, dans un geste imprudent, elle a attrapé un tournevis de la boîte à outils que Peter avait laissé sur le comptoir plus tôt. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle bluffait. Ce n'était pas le cas. La douleur a frappé avant même que je réalise ce qui s'était passé. Un éclair blanc et brûlant dans mon épaule, vif et choquant. L'air a quitté mes poumons dans un son que je n'ai pas reconnu comme le mien. J'ai reculé en trébuchant, serrant la blessure, ma main revenant poisseuse de sang. Lorraine s'est figée, les yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Puis la voix de maman est revenue, étouffée par la distance. C'était quoi, ça? Rien, a hurlé Lorraine, la panique dans la voix. Je suis tombé sur un genou, prise de vertige, la vision se rétrécissant. Tu m'as poignardé, ai-je dit, plus par incrédulité qu'autre chose. Elle a reculé, secouant la tête. Non, non, non. C'était un accident. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre, toujours en peignoir. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien, a crié Lorraine, la voix se brisant. Elle fait encore son cinéma. Maman m'a regardé, puis le sang sur ma chemise, puis de nouveau Lorraine. Lorraine, qu'est-ce que tu as? C'était un accident, a répété Lorraine, des larmes coulant maintenant. Peter est apparu derrière elle, à moitié endormi. Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé plus fort ma main contre la blessure, essayant de me concentrer. Mon entraînement a pris le relais. Garder son calme. Arrêter le saignement. Ne pas perdre connaissance. Mais mon corps n'écoutait pas. La douleur était profonde et brûlante, irradiant dans mon bras. Maman a fait un pas de plus, la voix tremblante. Emma, ma chérie, tu as dû glisser. Je n'ai pas glissé, ai-je dit à travers mes dents serrées. Peter a pointé le sol. Prenez une serviette, pour l'amour de Dieu. Lorraine pleurait maintenant, secouant la tête. Je ne voulais pas. Elle m'a attrapé, elle. Le ton de maman s'est durci. Lorraine, monte à l'étage. Maintenant. Elle saigne, a crié Lorraine. J'ai dit, monte. Et juste comme ça, ils sont repassés en mode camouflage. L'image de la famille devait rester intacte. Pas de police, pas de questions, pas de gros titres. Mais je n'étais plus leur problème de relations publiques. J'ai cherché mon téléphone avec ma main valide, le sang maculant l'écran. Mon pouce a survolé un contact simplement intitulé Delta 6. Ce n'était pas pour les urgences familiales. C'était pour quand un employé fédéral était menacé, que ce soit au niveau national, étranger ou autre. J'ai appuyé sur Envoyer. Une demande de confirmation est apparue une demi-seconde avant de disparaître dans un silence crypté. Maman disait quelque chose, sa voix lointaine, étouffée, sans importance. Les bords de la pièce se sont brouillés. Je sentais un goût de fer dans ma bouche.
La voix de Lorraine est revenue, tremblante. Elle va bien, n'est-ce pas? Emma, dit quelque chose. J'ai levé les yeux vers elle, étourdi, mais lucide. Tu viens de rendre cette affaire fédérale. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, les lumières vives de l'hôpital m'ont brûlé les yeux. Mon épaule était bandée, mon bras attaché à mon côté. Des machines bipaient doucement à côté de moi. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais tout rêvé. Mais j'ai ensuite entendu des voix derrière le rideau. Basse, officielle, inconnue. Protocole de détresse fédérale, a dit l'un d'eux. Horodatage 2h07. Une autre voix a répondu, calme et sèche. Obtenez confirmation de Formide. Si c'était une activation Delta, nous traitons ça comme une agression sur un agent fédéral. Maman est apparue à côté de mon lit, le visage pâle, mais calme. Oh, Dieu merci, tu es réveillé, a-t-elle dit en me serrant la main. Tu nous as fait peur. J'ai cligné des yeux lentement. Où est Lorraine? Elle est à la maison, a dit maman rapidement. C'était un accident, ma chérie. Tu as dû trébucher. Je l'ai répété. Elle est anéantie. Elle se sent terriblement mal. C'était de nouveau là, ce mensonge poli enveloppé de sollicitude maternelle. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait de l'image que cela donnerait. J'ai fermé les yeux. Maman, ai-je dit doucement. S'il te plaît, ne parle pas. Son sourire a vacillé. Ma chérie. Je suis fatigué, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a reculé. Je t'apporterai tes affaires plus tard. Quand elle est partie, j'ai tourné la tête vers le rideau. Deux personnes en costume parlaient doucement. Tenue fédérale, pas du personnel hospitalier. L'un d'eux m'a jeté un coup d'œil, a croisé mon regard, et a fait un petit signe de tête. Le système s'était déjà mis en marche, et pour la première fois cette nuit-là, je me suis senti en sécurité. L'odeur antiseptique de l'hôpital était assez forte pour piquer. Je me suis réveillé à nouveau des heures plus tard, désorienté, mais assez lucide pour me souvenir de tout. La douleur, le tournevis, le visage de Lorraine figé par l'horreur. La voix de maman réécrivant la réalité avant même que mon sang n'ait séché. Un officier en uniforme se tenait au pied de mon lit, un presse-papier à la main. Pas la police locale, le site de l'armée. La division des enquêtes criminelles ne se déplace pas pour des malentendus familiaux. Lieutenant Caldwell, a-t-il dit, la voix égale. Je suis l'agent spécial Torres. Vous êtes en sécurité. Le code de détresse que vous avez déclenché a été vérifié par Formide à 2h07. Vous vous souvenez de l'avoir activé? J'ai hoché la tête lentement. Oui, monsieur. Il a griffonné quelque chose. Bien. Ce code notifie automatiquement les canaux de sécurité fédéraux et crée un rapport d'incident scellé. Vous êtes désormais sous juridiction fédérale. Traduction, ma famille venait officiellement de perdre le contrôle du récit. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes pendant que Torres s'écartait, parlant doucement à quelqu'un dans le couloir. Le moniteur cardiaque bipait à un rythme régulier qui m'a presque calmé, presque. Quand il est revenu, il était accompagné d'une autre personne, une femme en tailleur bleu marine, sans grade visible, mais avec de l'autorité dans chaque mouvement. Elle s'est présentée comme Sarah Lynn, du bureau du juge avocat général, JAG. Lieutenant Caldwell, a-t-elle dit, son ton clinique mais pas froid. Vous êtes traité comme la victime d'une agression sur un agent fédéral. Avant de poursuivre, je dois confirmer votre déclaration pour le dossier. J'ai de nouveau hoché la tête. Compris. Elle a ouvert un dossier estampillé et classifié niveau 4. Conformément au protocole, votre activation Delta 6 a généré un enregistrement horodaté, vérifié par GPS, ainsi qu'une dépêche d'assistance. Les médecins fédéraux qui sont intervenus ont confirmé votre blessure et vous ont transféré directement ici. Cette documentation fait maintenant partie de votre dossier officiel. Maman est entrée dans la pièce en plein milieu de la phrase, sa voix déjà en représentation. Oh, Dieu merci, tu vas bien. Je leur ai dit que c'était juste un accident. Ma fille a toujours été si. Madame, l'interrompit doucement Sarah. Je vais devoir vous demander de sortir pendant que nous terminons cet entretien. Maman a cligné des yeux, prise au dépourvu.
Je suis sa mère. Et je suis sa représentante légale en vertu du code de justice militaire, a dit Sarah, polie mais ferme. Vous aurez votre tour pour parler. Pour une fois, maman n'avait pas de scénario. Elle a quitté la pièce silencieusement, même si je pouvais presque entendre son indignation bouillir à travers la porte fermée. Sarah s'est retournée vers moi. Comprenez-vous ce qui va se passer ensuite? Oui, ai-je dit. Enquête, documentation, aucun contact avec la suspecte sans avocat. Sa bouche a légèrement tressailli, presque un sourire. Vous connaissez la procédure. Je la connaissais. C'était ça, de travailler dans le renseignement. On apprend très tôt que la vérité ne dépend pas de qui pleure le plus fort. Elle dépend des preuves, des horodatages et des procédures. Torres a fini de prendre des photos des bandages, puis a posé une enveloppe scellée sur la table. Lieutenant, ceci contient le dossier d'incident préliminaire pour vos archives. N'en discutez avec personne en dehors des conseillers autorisés. Reçu, ai-je dit automatiquement. Quand ils sont partis, la pièce semblait étrangement vide. J'entendais de faibles rires provenant du poste des infirmières au bout du couloir. Quelque part, une télévision diffusait une vieille sitcom. C'était surréaliste, comme si le monde extérieur avait continué sa route, tandis que le mien était maintenant sous examen fédéral. 1 heure plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte. Cette fois, c'était Peter. Il avait l'air pâle, sa voix tremblait comme s'il n'avait pas répété celle-ci. « Emma, ta mère perd la tête dehors. Elle dit qu'ils accusent Lorraine d'agression. Tu sais que c'est ridicule, n'est-ce pas? C'était un accident. Je l'ai fixé. Tu as vu le sang. Tu as vu sa main. Elle ne le pensait pas, a-t-il dit rapidement. Elle était ivre, émotive. Tu sais comment elle est. Je sais exactement comment elle est. Il a essayé d'adoucir son ton. Emma, tu es militaire. Tu comprends la discipline. La famille reste soudée. Ne laisse pas des étrangers gâcher ça. J'ai eu envie de rire. Des étrangers? Le CID n'était pas des étrangers. C'était la loi que j'avais passé des années à servir, le seul système qui ne s'effondrait pas sous la pression. Peter, ai-je dit d'une voix égale, au moment où j'ai appuyé sur Delta 6, ça a cessé d'être une affaire de famille. Il s'est figé, comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Tu ferais vraiment ça à ta propre sœur? Elle se l'est fait à elle-même. Il a expiré brusquement, a marmonné quelque chose sur le fait de raisonner maman, et est sorti. Quelques minutes plus tard, Sarah est revenue. Ils essaient déjà de faire passer ça pour un accident, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je dit. C'est leur formation. Alors nous répondrons avec la nôtre. Elle s'est assise, feuilletant une pile de dossiers. Le CID s'occupera de la chaîne de preuves initiale. Mon bureau préparera un dossier juridique pour le tribunal de district. Vous devrez témoigner, mais nous resterons cliniques. Pas d'émotion, pas de théâtralité. Ce ne sera pas un problème, ai-je dit. Je m'en doutais, a-t-elle répondu. Les jours suivants, l'enquête a avancé plus vite que je ne l'aurais cru. Les agents du CID ont visité la maison, ont documenté la scène, ont photographié le tournevis, et ont même récupéré les images de la caméra de sécurité du voisin qui montrait le véhicule d'urgence arrivant à exactement 2h22. Les horodatages correspondaient à mon activation Delta à la seconde près. Pendant ce temps, ma famille se démenait pour réécrire l'histoire. Maman m'a laissé des messages vocaux pleins de gymnastique émotionnelle. Comment Lorraine était si désolée, comment nous ne pouvions pas laisser cela ruiner la famille, comment les médias allaient déformer les faits. Lorraine, elle, n'a pas appelé. Pas une seule fois. De retour à l'hôpital, un jeune soldat de mon unité a déposé des fleurs. Pas de mots, juste une page pliée avec 4 mots écrits proprement en haut. On te couvre. C'était le seul message que j'ai cru. Au moment de ma sortie, la blessure guérissait proprement, mais la paperasse ne faisait que commencer. Sarah m'a retrouvé devant l'hôpital avec un véhicule du gouvernement et un dossier étiqueté Affaire Sid Caldwell 47B. Officiellement, c'est sous examen fédéral, a-t-elle dit en montant. Officieusement, ils ont une peur bleue de vous. J'ai haussé un sourcil. Parce que j'ai appuyé sur le code? Parce que vous avez tout fait dans les règles, a-t-elle dit. La plupart des gens paniquent. Pas vous.
Vous avez suivi la procédure comme si vous lisiez un manuel. Ils ne peuvent pas lutter contre ça. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, passant devant des rangées de maisons en briques identiques et de pelouses trop vertes. Sarah l'a rompu. Vous savez ce qui se passe ensuite, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils vont engager un avocat, probablement local, et essayer de faire passer ça pour un malentendu. Exactement. Ils s'attendront à une dispute de famille. Ils ne s'attendront pas à une affaire fédérale. J'ai regardé par la fenêtre, les lampadaires se brouillant. Ils pensent toujours que je suis la silencieuse. Sarah a souri faiblement. Alors continuons comme ça. Quand nous sommes arrivés à Fort Meade, le capitaine Moore attendait dans le hall. Il m'a jeté son regard stable, celui qui pouvait lire une situation en un coup d'œil. Lieutenant, a-t-il dit. Content de vous voir debout. Merci, mon capitaine. Il a fait un signe de tête vers Sarah. Nous avons déjà reçu le rapport d'incident. Il est béton. N'en discutez avec personne, même pas avec le personnel hors service. Oui, mon capitaine. Il a hésité, puis a ajouté, ce que vous avez fait, en déclenchant Delta, ça vous a sauvé la vie. Je sais, ai-je dit doucement. Bien, a-t-il dit en se tournant pour partir. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que vous ferez comptera 2 fois plus. Ce soir-là, de retour dans mes quartiers, je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le bandage qui dépassait de mon uniforme. La douleur était sourde maintenant, plus un souvenir qu'une blessure. Sur la table à côté de moi se trouvait l'enveloppe scellée du CID, estampillée du sceau fédéral. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'elle contenait. La vérité, vérifiée, horodatée, et intouchable. Pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à de l'étouffement. Il ressemblait à du contrôle. À la fin de cette semaine, il était clair que ce n'était plus seulement une crise familiale. C'était une guerre menée sur 2 fronts, l'un émotionnel, l'autre procédural. Ma famille avait choisi son camp, et j'avais choisi le mien. Lorraine n'a pas appelé. Son avocat l'a fait à sa place, un homme nommé Richard Grant, dont la voix semblait sortir d'une publicité télévisée sur la justice. Il s'est présenté comme le conseiller de la famille. C'était mon premier signal d'alarme. Lieutenant Caldwell, a-t-il dit au téléphone. Nous comprenons qu'il y a eu une certaine confusion. Lorraine est très bouleversée. Elle insiste sur le fait que c'était un accident. Alors elle devrait le dire au CID, ai-je répondu sèchement. Il a ri nerveusement. Eh bien, je pense que nous pouvons résoudre cela discrètement avant que ça ne dégénère. Personne ne veut de mauvaise publicité, surtout pour quelqu'un dans votre position. Ma position? Oui, madame. Vous avez une carrière militaire prometteuse et l'image. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir. 10 minutes plus tard, Sarah Lynn a appelé. Ils ont commencé l'offensive de charme, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Ils ont envoyé un avocat qui fait probablement de la pub sur les bancs d'arrêt de bus. Sarah a gloussé. Laissez-les parler. Tout ce qu'ils disent s'ajoute au dossier. On répond. Pas besoin. Nous avons déjà les faits. Et elle avait raison. Le rapport du CID était à toute épreuve, horodatage, données GPS, preuves sanguines, même les métadonnées de mon activation Delta 6. Mais les familles comme la mienne ne comprennent pas les preuves. Elles comprennent le contrôle. Ce week-end-là, je suis retourné à la maison une seule fois, escorté par un officier, strictement pour récupérer mes affaires personnelles. L'endroit semblait le même, mais il paraissait plus petit, comme si les murs se refermaient. Maman m'a accueilli à la porte avec sa meilleure imitation de chaleur. Oh, ma chérie, Dieu merci, tu es là. On s'est tous tellement inquiétés. Je suis entré, balayant le salon du regard. Lorraine n'était pas là. Où est-elle? Elle se repose, a dit maman. Elle a beaucoup souffert. Moi aussi, ai-je dit. Ses lèvres se sont crispées. Tu sais qu'elle ne voulait pas te faire de mal. Elle m'a poignardé, maman. Ce n'est pas un accident. Elle était émotive, a-t-elle dit rapidement. Tu sais à quel point elle peut être passionnée. Et toi? Tu peux être si froide parfois. Les gens se méprennent.
Des gens comme toi, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas juste. Le tournevis non plus. Sa voix s'est adoucie, prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle perdait le contrôle. Emma, s'il te plaît, ne les laisse pas traîner ça devant les tribunaux. On peut gérer ça en famille. Je l'ai regardée, vraiment regardée, cette femme qui m'avait appris à rester silencieuse, à faire la paix à tout prix. La même femme qui me demandait maintenant de trahir tout ce pourquoi j'avais travaillé, juste pour sauver les apparences. Tu as passé toute ta vie à prétendre que rien ne s'était passé, ai-je dit. Mais cette fois, c'est arrivé. Elle n'a pas répondu. Je suis monté, j'ai pris mon sac de sport, et je suis parti sans un autre mot. Ce soir-là, Sarah et moi étions assises dans son bureau, révisant le dossier. Elle avait l'habitude de taper son stylo contre son carnet quand elle réfléchissait. Ils vont essayer de salir votre réputation ensuite, a-t-elle dit. Ça arrive à chaque fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils vous dépeindront comme instable, froide, peut-être même émotionnellement inapte. C'est ce que font les familles quand elles perdent le contrôle du récit. Elles ne peuvent pas attaquer les preuves, alors elles vous attaquent. Je me suis adossé à la chaise. Elles se sont entraînées pour ça toute leur vie. Sarah a souri faiblement. Alors ce sera un combat loyal. Le lendemain matin, le premier coup est tombé. Un blog local qui adorait les ragots de quartier a publié un article intitulé « Une dispute de famille tourne mal, la carrière militaire d'une sœur en danger ». Les citations étaient commodément unilatérales. Des sources proches de la famille disaient que j'avais des antécédents de crise émotionnelle. J'ai appelé Sarah. « Vous l'avez vu ? » « Bien sûr, » a-t-elle dit. Nous nous y attendions. Nous allons remonter à la source de la fuite. Lorraine, très probablement. Ou votre mère. Peu importe. C'est auto-incriminant. Nous l'ajouterons au dossier. C'était étrange à quel point je me sentais calme. Peut-être parce que j'avais passé des années dans un système qui récompensait le contrôle sous pression. Pendant qu'il se débattait dans les ragots et la panique, je cataloguais tout, chaque mensonge, chaque incohérence, chaque horodatage. Le lendemain, j'étais assise dans une salle de conférence à Formide avec le capitaine Moore et Sarah. L'air était froid, la table vide, à l'exception d'une pile de dossiers de preuves. Le résumé final du CID est prêt, a dit Moore. Vous avez la vérification par satellite, la confirmation médicale, et la chaîne de possession fédérale sur chaque donnée. C'est béton. Sarah a ajouté, ils ne peuvent plus prétendre que c'était un malentendu familial. Au moment où vous avez déclenché Delta 6, c'est devenu une juridiction fédérale. Agression sur un agent fédéral. C'est le langage que nous utiliserons au tribunal. Moore m'a regardé. Vous comprenez l'image, cependant. Ça va attirer l'attention. Je m'en fiche, ai-je dit. J'ai déjà passé des années à être incomprise par des gens qui ne se soucient que de l'image. Il a hoché la tête. Alors faisons le bien. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Pas d'objet, juste un message qui disait « Tu détruis cette famille. J'espère que tu pourras vivre avec ça. » C'était de Lorraine. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré directement à Sarah, qui a répondu 5 minutes plus tard. Documenté. Ne répondez pas. Le lendemain matin, j'ai découvert que maman avait appelé des parents éloignés, leur racontant que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. Je l'imaginais, assise à la table de la cuisine, la voix tremblant juste assez pour paraître crédible, perfectionnant son rôle de victime. C'était presque impressionnant à quel point il pouvait facilement réécrire la réalité. Mais la différence, cette fois, c'est que j'avais les preuves. Quand le CID a demandé des déclarations supplémentaires, j'ai donné la mienne avec une précision exacte. Heure, éclairage, position, ton. Pas un seul mot d'émotion. Chaque déclaration était vérifiable, précise. L'enquêteur a dit plus tard à Sarah, son témoignage se lit comme un journal de bord opérationnel. Bien, a dit Sarah. C'est exactement ce que nous voulons. Au cours des jours suivants, j'ai regardé la stratégie de défense de ma famille se dérouler comme une mauvaise pièce de théâtre. L'avocat de Lorraine a déposé une motion de non-lieu basée sur le potentiel de réconciliation familiale. Il a joint des lettres de recommandation, toutes d'amis de la famille qui ne m'avaient pas parlé depuis des années.
L'un d'eux a écrit « Emma a toujours été distante. Elle ne s'est jamais intégrée. » Sarah a fait glisser le document sur la table. « Il pense que ça vous nuit, a-t-elle dit. Mais ça fait le contraire. Ça établit un mobile, jalousie, ressentiment, hostilité à long terme. C'est un cadeau. » J'ai souri narquoisement. Je suppose qu'ils auraient dû mieux coordonner leurs mensonges. Elle a hoché la tête. Nous utiliserons chacune de ces lettres contre eux. La semaine suivante, l'affaire était officiellement passée au stade de l'instruction. La date d'audience était fixée. Les charges étaient claires, agression sur un agent fédéral, crime de niveau 2. J'étais assise dans le bureau de Sarah alors qu'elle révisait la version finale de notre dossier. Une fois que ce sera enregistré, ce ne sera pas retiré, a-t-elle dit. Êtes-vous prête pour ça? J'ai réfléchi un long moment. Je suis prête depuis la nuit où ils ont ri. Elle a levé les yeux, étudiant mon expression. Vous ne les détestez vraiment pas, n'est-ce pas? Non, ai-je dit simplement. J'ai juste cessé d'avoir besoin d'eux. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement près de la base. Les rues étaient vides, silencieuses. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assise un moment, fixant mon reflet dans le rétroviseur. Il y avait une légère cicatrice sous le bord du bandage. Elle s'estomperait avec le temps, mais pas complètement. Et peut-être que c'était bien. Les cicatrices ont une façon de garder les histoires honnêtes. Sur mon téléphone, j'avais 2 messages non lus de maman et un de Lorraine. Je les ai supprimés sans en ouvrir aucun. Puis j'ai ouvert une application sécurisée, le portail de mise à jour des dossiers du CID, et j'ai téléchargé ma déclaration finale sous serment. Pendant le téléchargement du fichier, la barre de progression avançait sur l'écran, pixel par pixel, stable et inévitable. Quand elle a atteint 100%, la page a clignoté, envoi vérifié. Et juste comme ça, c'était officiel. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une preuve. Le palais de justice ne ressemblait pas à un endroit où la justice était rendue. Il ressemblait à un service des immatriculations avec un meilleur éclairage, des murs gris, de vieux drapeaux, et une légère odeur de café rassis. Mais pour moi, c'était le champ de bataille où tout le bruit allait enfin rencontrer le dossier. Sarah Lynn marchait à mes côtés, calme comme toujours, une pile de dossiers sous le bras. Ils essaieront de vous faire réagir, a-t-elle dit alors que nous approchions de la salle d'audience. Ne le faites pas. Vous n'êtes pas ici pour gagner de la sympathie. Vous êtes ici pour laisser le système faire ce qu'il fait le mieux. Je sais, ai-je dit. Les faits, pas les sentiments. Exactement. Elle a souri faiblement. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune chance. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue et pleine de costumes bon marché. Ma famille était déjà là. Maman en perles, Peter avec sa seule cravate décente, Lorraine assise entre eux, la tête haute, et cette même expression de victime répétée. Son avocat, Richard Grant, lui chuchotait quelque chose, probablement en répétant leur petite pièce. Quand maman m'a vu, son sourire a vacillé juste assez pour trahir la panique derrière. Peter a fait un signe de tête raide, prétendant être l'adulte raisonnable de la situation. Lorraine ne m'a pas regardé du tout. Sarah et moi avons pris place à la table du plaignant. Le bourdonnement des conversations secondaires remplissait la pièce, comme si tout le monde attendait que quelqu'un n'explose le premier. L'huissier a appelé à l'ordre. Le juge est entré, cheveux gris, yeux vifs, et le genre d'expression qui disait qu'il avait vu toutes les sortes de désastres familiaux imaginables. Richard s'est levé le premier, projetant sa voix comme s'il auditionnait pour un drame judiciaire. « Votre honneur » a-t-il commencé. Il s'agit, au fond, d'un tragique malentendu familial, une querelle de sœurs qui a mal tourné. Rien de plus. Je pouvais presque entendre les mots « accident », « malentendu », « moment d'émotion » se former dans sa gorge comme sur des roulettes. Sarah n'a pas interrompu. Elle est restée assise, parfaitement immobile, les mains croisées, l'expression illisible. Richard a continué de parler. Ma cliente, Lorraine Caldwell, regrette profondément les événements de cette nuit, mais nous devons considérer le contexte. L'alcool, la fatigue, les émotions exacerbées. Ce sont des failles humaines, pas des crimes. Et sa sœur, le lieutenant Caldwell, a toujours été. Comment dire? Exceptionnellement intense.
Maman a hoché la tête derrière lui, les yeux pleins d'une fausse sympathie. Richard s'est tourné vers le juge. C'est une famille qui a besoin de guérison, pas de punition. La Cour peut sûrement voir que criminaliser un moment de jugement médiocre ne sert à personne. Il s'est assis, suffisant, comme s'il venait de prononcer le discours de sa vie. Le juge avait l'air peu impressionné. Merci, maître Grant. Maître Lynn? Sarah s'est levée, a lissé son blazer, et a parlé de ce ton contrôlé et mesuré qui pouvait couper l'acier. Votre honneur, la défense aimerait présenter cela comme un désaccord familial. Cependant, le gouvernement des États-Unis le qualifie d'agression sur un agent fédéral. La pièce est devenue d'un silence de mort. Elle a continué, ses mots nets et chirurgicaux. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'émotions ou de malentendus. Nous sommes ici parce qu'à 2h07, le lieutenant Emma Caldwell a activé un protocole de détresse fédéral classifié, réservé aux agents menacés. Cette activation a automatiquement déclenché une équipe d'intervention, une confirmation médicale documentée, et une enquête complète du CID. Tout est vérifié, tout est horodaté. Le sourire narquois de Lorraine a disparu. Sarah a posé un classeur épais sur le banc du juge. Ceci est le rapport 47B, certifié par la division des enquêtes criminelles de l'armée américaine. Il inclut les journaux numériques, les coordonnées GPS, et les horodatages confirmés par satellite. Richard s'est levé immédiatement. Objection, votre honneur. Ceci n'a aucun rapport avec un incident domestique. Le juge a haussé un sourcil. Un rapport classifié du site de l'armée n'est pas pertinent? Richard a hésité. Eh bien, ça complique excessivement ce qui devrait être une affaire privée. Objection rejetée, a dit sèchement le juge. Continuez, maître. Sarah a hoché la tête une fois et a ouvert le classeur. Elle n'a pas dramatisé. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a juste lu. À 2h07, un code de détresse a été activé par le lieutenant Caldwell. Les unités d'intervention ont confirmé que la victime a subi une blessure par perforation à l'épaule gauche, compatible avec un outil domestique, un tournevis cruciforme. La suspecte a été identifiée comme étant Lorraine Caldwell, qui a été observée par des témoins en état d'ébriété. L'avocat de Lorraine a essayé d'interrompre, mais le juge a levé la main. Laissez-la finir. Sarah a continué. Le rapport note en outre que les membres de la famille présents sur les lieux ont tenté de déformer l'événement en le présentant comme un accident, malgré les preuves médico-légales contraires. L'analyse des projections de sang et les empreintes digitales corroborent une agression délibérée, et non une blessure auto-infligée. Le visage de maman est devenu blanc. Peter avait l'air de vouloir fondre sur place. Lorraine m'a enfin regardé, les yeux écarquillés, la panique perçant à travers les fissures. Sarah a refermé doucement le classeur. Votre honneur, l'armée ne délivre pas de protocole de détresse pour des désaccords familiaux. C'était une attaque contre une employée fédérale. Les preuves sont concluantes, et le système a déjà parlé dans son propre langage, la procédure. Le juge s'est penché en arrière, se frottant le menton. Ce rapport est exhaustif. Il s'est tourné vers Richard. Maître, votre cliente a-t-elle divulgué la position fédérale de sa sœur avant cette audience? Richard a hésité. Nous ne pensions pas que c'était pertinent, votre honneur. Le juge a froncé les sourcils. Je ne suis pas d'accord. On pouvait sentir le changement dans la pièce, l'air devenant plus lourd, la confiance se drainant de leur côté de l'allée. Il ne s'agissait plus de drame. Il s'agissait de poids, d'autorité, de chaîne de commandement. Sarah s'est assise à côté de moi, calme comme toujours. Il s'effondre, a-t-elle chuchoté. De l'autre côté de la pièce, maman a tendu la main pour toucher celle de Lorraine, mais Lorraine l'a retirée, secouant la tête, les lèvres tremblantes. Le juge s'est éclairci la gorge. Nous allons prendre une brève suspension d'audience pendant que j'examine ce rapport. Il s'est levé, a fait un signe à l'huissier, et a disparu dans ses appartements. À la seconde où il est parti, la tension s'est brisée comme du verre. Richard s'est penché vers Lorraine, chuchotant furieusement. Maman a essayé de la consoler, Peter marmonnant quelque chose sur les avocats et le fait de faire disparaître tout ça. Sarah ne les a pas regardés. Elle a simplement commencé à trier ses papiers, efficace et stable, pendant que je restais assise, parfaitement immobile. Lorraine m'a finalement regardé à nouveau,
son expression entre la rage et la peur. « Tu m'as vraiment fait ça ?» a-t-elle dit doucement. J'ai croisé son regard. « Non, Lorraine. Tu te le es fait à toi-même. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais il n'y avait aucune excuse en eux, juste l'incrédulité que le monde ne se plie pas à sa volonté cette fois. Quand le juge est revenu, toute la salle d'audience s'est de nouveau tue. Il s'est assis, a ouvert le classeur, et a parlé avec la précision calme de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Sur la base des preuves, a-t-il dit, cette cour reconnaît la juridiction fédérale de l'affaire. La documentation du CID est claire, et les faits ne sont pas contestés. Je rendrai ma décision formelle sous peu. Il a fait une pause, laissant les mots en suspens. Et je conseille aux deux parties, a-t-il ajouté, jetant un coup d'œil à ma famille, de se préparer aux conséquences de la vérité. L'avocat de Lorraine a essayé d'objecter à nouveau, mais le son de sa propre voix semblait maintenant inutile. Je ne les ai pas regardés. Je n'ai ni souri, ni froncé les sourcils, ni parlé. Je suis resté assise là, stable, comme si j'étais de retour dans un débriefing classifié. Parce que c'était ça, un débriefing. Toute la famille venait d'échouer. Et quand le juge a finalement pris son stylo, j'ai su que le silence qui a suivi n'était plus le mien. C'était le leur. Le son du stylo du juge grattant le papier était la seule chose dans la pièce qui osait bouger. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Même l'air semblait immobile. Quand il a finalement levé les yeux, son regard était différent. Plus ennuyé, plus neutre. Il avait cette concentration vive que les gens ont quand ils réalisent que la vérité n'est pas négociable. Mademoiselle Caldwell, a-t-il dit, la voix posée mais lourde. Ce rapport laisse très peu de place à l'interprétation. Lorraine s'est figée. Sa main, qui serrait la manche de son avocat, s'est relâchée. Le juge a tapoté l'épais classeur du CID devant lui. Il est indiqué ici qu'un code de détresse fédéral a été activé par le lieutenant Emma Caldwell, horodaté et vérifié par satellite. L'équipe d'intervention a confirmé des blessures compatibles avec une agression, et il y a un témoignage sous serment de son officier supérieur vérifiant son niveau d'habilitation et son statut fédéral. Il a regardé Richard Grant. Votre cliente était au courant de la position de sa sœur, n'est-ce pas? Richard s'est éclairci la gorge. Votre honneur, l'état émotionnel de ma cliente. Répondez à la question, l'a interrompu le juge. Richard a bafouillé. Elle n'a peut-être pas pleinement compris les implications. Le juge s'est adossé, peu impressionné. Elle a assez compris pour essayer de le couvrir. Le visage de Lorraine est devenu pâle. La main de maman s'est tendue pour saisir son bras, mais Lorraine n'a pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le système parlait pour moi maintenant. Sarah Lynn s'est levée lentement, calme et délibérée. Votre honneur, cet incident ne concernait pas l'émotion ou le malentendu. Il concernait la responsabilité. Quand le lieutenant Caldwell a activé Delta 6, elle n'appelait pas seulement à l'aide. Elle suivait la procédure, un protocole conçu pour protéger le personnel fédéral menacé. Elle a fait exactement ce pourquoi elle a été formée. Et pour cela, elle est maintenant diabolisée par sa propre famille. Le juge a hoché légèrement la tête. Notez. De l'autre côté de l'allée, Richard s'est de nouveau levé, désespéré. Votre honneur, je demande la clémence. C'est une affaire de famille qui a dégénéré. Ma cliente n'a pas de casier judiciaire. Le juge a levé la main. Maître, arrêtez. Il a tourné son regard directement sur Lorraine. Mademoiselle Caldwell, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende ma décision? Lorraine a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Puis, d'une voix tremblante, elle a dit, je ne voulais pas la blesser. J'étais juste. J'étais en colère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du ventilateur de plafond. Vous étiez en colère, a répété le juge. Alors vous avez pris une arme et poignardé un agent fédéral à l'épaule. Puis vous avez menti à ce sujet, et vos parents vous ont aidé dans ce mensonge. La tête de maman s'est redressée. Ce n'est pas vrai. La voix du juge a tranché sa protestation comme une lame. Asseyez-vous, Madame Caldwell. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel cri. Maman s'est rassise, le visage vidé de toute couleur.
le juge a continué, cette cour reconnaît que les dynamiques familiales peuvent être complexes, mais la complexité n'est pas une excuse pour un comportement criminel. La loi n'est pas suspendue parce que les gens partagent un ADN. Il a fait une pause, feuilletant les dernières pages du rapport. Les preuves soumises par la division des enquêtes criminelles de l'armée américaine, corroborées par le bureau du JAG, et soutenues par la vérification fédérale de l'eurodatage, sont claires et concluantes. Par conséquent, il a posé le rapport et a regardé directement Lorraine. Cette cour estime qu'il existe des motifs suffisants pour un renvoi formel au bureau du procureur de district pour poursuite pour agression criminelle sur un agent fédéral. Richard a tenté de parler à nouveau, mais le regard du juge l'a réduit au silence. De plus, a poursuivi le juge, une ordonnance restrictive permanente est par la présente émise. Mademoiselle Lorraine Caldwell ne doit avoir aucun contact, direct ou indirect, avec le lieutenant Emma Caldwell. Le stylo est tombé sur le bureau avec un léger clic. Le son semblait définitif. L'huissier s'est dirigé vers la table de Lorraine. Elle s'est tournée vers son avocat, les yeux écarquillés, la panique montant. « Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ils ne peuvent pas. Richard a chuchoté quelque chose, le visage gris. Le juge s'est levé, rassemblant ses papiers. La séance est levée. Le marteau est tombé une fois, net et sec. Le bruit a semblé résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû. Lorraine secouait la tête, murmurant « non, non, non encore et encore ». Maman a de nouveau essayé de l'atteindre, mais Sarah s'est avancée, lui barrant le chemin. « L'ordonnance est en vigueur », a-t-elle dit fermement. Maman l'a regardée comme si elle avait été frappée. « C'est sa sœur. »« C'est un agent fédéral », a répondu Sarah. Je me suis levé, mes jambes stables, mes épaules raides mais fortes. Les yeux de Lorraine ont de nouveau trouvé les miens, vitreux et affolés. Emma, dis quelque chose. Dis-leur que tu ne veux pas de ça. J'ai croisé son regard. Il ne s'agit pas de ce que je veux. Peter a marmonné quelque chose sur le fait de faire appel, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. Sarah a rassemblé nos dossiers, faisant un signe de tête vers la sortie. Allons-y. En sortant, j'ai capté des bribes de bruit derrière moi, maman pleurant doucement, l'avocat de Lorraine la suppliant de se calmer, le bruissement des papiers alors que la réalité les rattrapait. Dehors, le hall du palais de justice était presque vide. 2 marshals fédéraux se tenaient près des portes, calmes, posés, l'incarnation du système qui venait de démanteler l'illusion de contrôle de ma famille. Le capitaine Moore était là aussi, les bras croisés, l'expression illisible. Quand il m'a vu, il a fait un petit signe de tête. Mon capitaine. Rapport reçu, a-t-il dit. Vous avez bien géré ça. J'ai juste suivi le protocole, ai-je répondu. C'est ce qui fait que vous êtes bonne dans votre travail. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Sarah a vérifié son téléphone. Le site vient de confirmer le transfert du dossier au bureau du procureur. Ils s'en chargeront à partir de maintenant. Vous en avez officiellement terminé. Vraiment, ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé, comprenant la vraie question en dessous. Légalement, oui. Personnellement, probablement pas. Nous avons marché ensemble vers la sortie. Les portes automatiques se sont ouvertes, inondant le couloir de lumière du jour. Dehors, le monde semblait exactement le même. Des voitures passaient, des gens se dépêchaient, des téléphones vibraient. Sarah s'est arrêtée près des marches. Vous avez tout fait correctement, Emma. Vous avez suivi toutes les règles. Le reste, ce qu'ils pensent, comment ils le présentent, c'est leur bruit, pas le vôtre. J'ai hoché la tête. Le bruit ne dure jamais. Elle a souri légèrement. C'est pour ça que le silence gagne. J'ai jeté un dernier regard à travers les portes vitrées. Je pouvais encore les voir à l'intérieur. Maman, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Lorraine, fixant le vide. Peter, se frottant le front comme si les chiffres ne collaient pas. Pendant un instant, je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni tristesse, juste un calme qui semblait à la fois étranger et familier. Dehors, le capitaine Moore se dirigeait déjà vers sa voiture. Avant de monter, il s'est retourné et a dit, « Caldwell. » « Oui, mon capitaine. » Il a pointé le palais de justice derrière moi. Souvenez-vous de ce sentiment.
C'est ce que ça signifie quand le système fonctionne. Puis il est parti. Je suis resté là un moment, le bruit de la ville sourd dans mes oreilles, la cicatrice sous mon uniforme battant au rythme de mon cœur. La vérité avait fait ce que l'émotion n'aurait jamais pu. Et dans ce silence, la justice n'avait pas besoin d'élever la voix. Les lourdes portes du palais de justice se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd qui ressemblait à de la ponctuation. Le genre qui termine non seulement une phrase, mais un chapitre que les gens prétendaient ne jamais voir écrit. Le son était définitif, mais je n'ai pas arrêté de marcher. L'air extérieur était vif, le genre de froid qui vous réveille plus vite que la caféine. Sarah Lynn marchait à mes côtés, son dossier soigneusement rangé sous son bras, sa posture parfaitement droite, comme si le verdict avait été un mardi normal. Peut-être que pour elle, c'était le cas. Pour moi, c'était la première fois que le silence semblait juste. Nous avons atteint le trottoir. Une berline noire s'est arrêtée, plaque d'immatriculation gouvernementale, impeccable. Un marshal m'a ouvert la porte, mais Sarah a secoué la tête. Elle continuera seule à partir d'ici, a-t-elle dit. Vous n'avez plus besoin d'un garde. C'est étrange, ai-je dit. Elle a souri légèrement. C'est ce que la liberté est censée être. Étrange. Avant que je ne puisse répondre, une voix familière a percé le bruit du parking. Emma. La voix de maman. Elle courait vers moi, ses talons claquant contre le béton, le mascara coulant, le visage pris entre la panique et la culpabilité. Peter suivait plus lentement, disant quelque chose d'inutile comme « Barbara, ne ». Sarah a fait un pas en avant, l'interceptant comme un mur d'autorité calme. « C'est assez près, madame. Il y a une ordonnance restrictive en vigueur. » Maman s'est arrêtée à quelques mètres, respirant fort. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de lui parler. C'est ma fille. » Sarah n'a pas bronché. « Vous avez eu des mois pour parler. Vous avez choisi de ne pas le faire. » « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, » a dit maman, la voix se brisant. « Nous pensions que... » « C'est le problème, » a dit Sarah doucement. « Vous pensiez. » Elle a suivi le protocole. Maman m'a regardé, les mains tremblantes. « Emma, s'il te plaît, dis-leur que je ne suis pas l'ennemi. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit sous serment. Elle a de nouveau essayé, sa voix plus petite maintenant. Je veux juste comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevé pour sourire face à l'humiliation, qui pensait que la discipline était froide et le silence, une cruauté. Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle n'était pas non plus mon ennemie. Elle était juste une civile dans un monde construit sur le déni. Vous n'êtes pas arrivé là, ai-je dit finalement. Vous êtes resté là où vous avez toujours été. Elle a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai arrêté de vous rencontrer à mi-chemin. La voix de Sarah a tranché la tension comme une incision nette. Il est temps de partir, lieutenant. Maman s'est mise à pleurer alors. Pas bruyamment, juste ce genre de sanglot vaincu où chaque son est une excuse trop tardive. Peter a posé une main sur son épaule, mais elle l'a repoussé. Je me suis tourné, je suis monté dans la voiture, et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'à la base était silencieux. Le chauffeur ne parlait pas. Moi non plus. Mon épaule me lançait au rythme sourd du vrombissement des pneus. Je regardais par la fenêtre les bâtiments défiler, cafés, panneaux d'affichage, familles promenant leurs chiens. Le monde était revenu à la normale. Je ne faisais simplement plus partie de leur version de la normalité. Quand je suis arrivé à Fort Meade, le capitaine Moore attendait près de l'entrée. Il n'a pas dit de félicitations ni de condoléances. Il m'a juste tendu un dossier. Ordre de transfert, a-t-il dit. Effectif la semaine prochaine. Pour où? Même division, nouveau poste. Vous superviserez une unité de formation. C'est une bonne étape. J'ai ouvert le dossier, j'ai parcouru la première page. Promotion au grade de capitaine. C'était signé 2 jours plus tôt, avant même que le verdict ne soit tombé. Le système avait de nouveau bougé plus vite que l'émotion. Merci, mon capitaine, ai-je dit. Il a hoché la tête. Vous l'avez mérité. Nous sommes entrés. Les lumières fluorescentes bourdonnaient, les moniteurs clignotaient,
et tout semblait exactement comme d'habitude. Sauf que maintenant, quand les gens me voyaient, ils ne détournaient pas le regard par politesse. Ils regardaient avec respect, un respect calme, professionnel, mérité. Dans l'aile des opérations, je suis passé devant quelques jeunes analystes qui blaguaient devant un café. L'un d'eux m'a remarqué et s'est redressé immédiatement. « Capitaine Caldwell », a-t-il dit. « Félicitations pour la promotion, mon capitaine. »« Merci », ai-je dit. « Ne m'appelez pas mon capitaine. Ça me donne l'air vieille. » Il a ri nerveusement et j'ai presque souri. Presque. Sarah m'a retrouvé plus tard à la cafétéria pour un café. Pas de tribunal, pas de costume, juste deux personnes assises l'une en face de l'autre avec l'épuisement, feignant d'être calmes. Alors, a-t-elle dit en remuant sa boisson. Et maintenant? J'ai haussé les épaules. Travail, discipline. Comme d'habitude. Elle a souri narquoisement. Vous ne faites jamais les choses à moitié? Non, ai-je dit. C'est comme ça que les gens se font poignarder. Elle s'est étouffée avec son café en riant. Vous êtes incroyable. C'est ce que ma famille dit aussi, ai-je répondu. Quand elle a fini de rire, elle s'est adossée. Vous savez, Emma, peu de gens auraient pu gérer ça comme vous. La plupart auraient perdu les pédales entre l'hôpital et l'audience. J'ai appris très tôt que les émotions sont des témoins peu fiables. Quand même, a-t-elle dit, son ton s'adoucissant. Il y a une différence entre être calme et être insensible. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités n'avaient pas besoin de mots. Elle a souri en connaissance de cause. Vous finirez par comprendre. Fin de la transmission. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement. Pas de photos de famille, pas de souvenirs, juste des lignes épurées, de l'espace vide, et la légère odeur de café moulu de l'armée. J'ai enlevé ma veste, j'ai déboutonné ma manche, et j'ai regardé la cicatrice qui traversait mon épaule. Un pâle rappel, non pas de la violence, mais de la clarté. Mon téléphone a vibré sur la table. Nouvel email. L'objet disait « Je suis désolé, maman ». J'ai hésité une seconde avant de l'ouvrir. Il était long, trop long. Des paragraphes de justification déguisés en regret. Elle écrivait que la famille avait été sous pression, que l'alcoolisme de Lorraine s'était aggravé, qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle disait qu'elle m'aimait toujours, qu'elle souhaitait que les choses redeviennent normales. La dernière ligne disait « Pourras-tu jamais nous pardonner ?» J'ai fixé le message un moment, puis j'ai fait défiler jusqu'en bas. Mon curseur a survolé « Répondre », mais je n'ai rien tapé. Au lieu de ça, j'ai cliqué sur « Archiver ». Pas de colère, pas de satisfaction, juste l'ordre restauré. Le lendemain matin, j'étais de retour à la base à 6 heures. La journée a commencé par un débriefing, mise à jour sur les cybermenaces, intégration de nouveaux protocoles, la même routine précise qui avait toujours eu du sens pour moi. Pendant la réunion, quelqu'un a fait une blague sur le visage de Pierre de Caldwell. La salle a ri. Pas moi. Après, le capitaine Moore m'a pris à part. Vous reconstruisez une équipe le mois prochain, a-t-il dit. Vous formerez les nouveaux analystes à la réponse aux menaces. Commencez à rédiger vos procédures. Oui, mon capitaine. Il m'a regardé un instant. Comment va l'épaule? Assez guéri pour porter le poids. Il a hoché la tête une fois, approbateur. C'est la réponse que j'attendais. À midi, j'étais debout dans la salle de formation vide, des rangées de terminaux, des écrans brillants de flux de données, le léger bourdonnement de l'électricité remplissant le silence. J'ai posé mon café et j'ai ouvert le nouveau modèle de manuel de formation. La première ligne que j'ai tapée n'était pas du jargon réglementaire. C'était personnel. La discipline n'est pas l'absence d'émotion. C'est la concentration sous le feu. Fin. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai cliqué sur enregistrer. Le bourdonnement des serveurs a de nouveau rempli l'air. Stable, fiable. Dehors, je pouvais voir mon reflet dans la vitre, uniforme impeccable, yeux clairs, posture droite. Je ne ressemblais pas à la même personne qui suppliait autrefois sa famille de la voir, parce que je ne l'étais pas. Le système avait fait son travail. J'avais fait le mien. Et à la fin, c'était toute la conclusion dont j'avais besoin.
Le premier anniversaire du procès n'a été marqué par aucune célébration ni aucun souvenir. Il existait simplement, comme un rappel silencieux dans un coin de mon esprit. Il y a un an, je me tenais dans une salle d'audience avec ma famille qui s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Maintenant, je me tenais dans une salle de débriefing vitrée à Fort Meade, dirigeant une équipe qui me faisait confiance sans avoir besoin de tout savoir sur moi. La plaque sur la porte disait « Capitaine Emma Caldwell, unité d'analyse des menaces ». Simple, sans prétention, et précis. Exactement comme j'aimais. À l'intérieur, 6 analystes étaient assis autour d'une carte numérique pulsant d'indicateurs rouges et bleus. L'un d'eux, Jenkins, présentait un modèle de données cryptées qui prédisait des tentatives d'infiltration cybernétique à partir d'un groupe de nœuds inconnus. Il était nerveux, parlant trop vite. Si nous corrélons les chaînes de métadonnées ici, mon capitaine, nous pouvons anticiper une deuxième vague dans les 48 heures. 36, ai-je corrigé doucement, zoomant sur les données. Regardez l'intervalle du signal. Il se raccourcit. Quiconque est de l'autre côté sait qu'il a été repéré. Il a cligné des yeux, puis a souri. Vous avez raison. J'ajuste le modèle maintenant. Bien, ai-je dit. Et Jenkins, ralentissez. La précision n'a pas besoin de vitesse pour impressionner. Il a hoché la tête, soulagé. De l'autre côté de la table, le lieutenant Harris s'est adossé avec un sourire. Elle a raison, Jenkins. Calme-toi avant qu'elle ne nous fasse faire des pompes pour un timing bâclé. La salle a ri. Moi aussi. Juste un peu. Le genre de rire qui signifiait que vous étiez exactement là où vous étiez censé être. Après la réunion, je suis resté pour réviser les rapports. La salle s'est vidée un par un, le bavardage s'estompant jusqu'à ce qu'il ne reste que le léger bourdonnement des machines et ma propre respiration. J'ai fait défiler des journaux de communication cryptés, la moitié de mon esprit toujours prise entre le rythme des données et le fantôme d'une pensée qui n'avait rien à faire là. Il y a un an, ce silence ressemblait à de l'isolement. Maintenant, il ressemblait à de la maîtrise. Il y a un pouvoir étrange à réaliser que personne ne peut déformer votre vérité une fois qu'elle est inscrite dans le système. Vous n'avez plus besoin de crier. La paperasse le fait pour vous. Alors que je terminais mon rapport, on a frappé doucement à la porte. Sarah Lynn est entrée, tenant 2 tasses de café. Je me doutais que vous seriez encore en train de travailler. J'ai souri narquoisement. Vous vous doutiez bien. Elle m'a tendu une des tasses et s'est assise sur le bord de la table. Alors, comment va la nouvelle unité? Efficace, concentrée. Personne ne pleure pendant les débriefings, ce qui est un plus. Impressionnant, a-t-elle dit avec une fausse gravité. J'appellerais ça un progrès émotionnel. S'il vous plaît, ne le faites pas, ai-je dit sèchement. Elle a gloussé et a siroté son café. Vous savez, Emma, je pense encore à ce tribunal parfois. Vraiment? Oui. J'ai vu beaucoup d'affaires de famille, mais celle-là. Le silence après, c'était quelque chose. J'ai levé les yeux de l'écran. Le silence a une façon de faire ce que les cris ne peuvent jamais faire. Elle a hoché la tête. Vous avez des nouvelles d'eux? J'ai hésité. Ma mère a envoyé un email il y a quelques mois. Je ne l'ai pas ouvert. Toujours non lu, toujours archivé. Sarah n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête comme si elle comprenait que l'absence de conclusion était sa propre forme de paix. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte. Vous savez ce que j'ai le plus aimé ce jour-là? Quoi? Le moment où le juge a dit agression sur un agent fédéral. La façon dont la pièce s'est figée. On pouvait presque entendre le son de leur déni qui s'effondrait. J'ai souri faiblement. Oui, c'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Quand elle est partie, je suis retourné à mon écran, les doigts planant au-dessus du clavier. Mon reflet me fixait depuis le moniteur, fatigué, mais plus vif, plus stable. Plus quelqu'un qui essayait de prouver quoi que ce soit. La notification du système a retenti. Nouveau message sécurisé reçu. Expéditeur, adresse civile inconnue. Objet, audience de libération conditionnelle de Lorraine. Je l'ai ouvert automatiquement, mon estomac ne bougeant pas d'1 millimètre. Le message était court, juste un avis d'un bureau de l'État m'informant que Lorraine Caldwell avait demandé une libération anticipée en attente d'examen.
J'étais répertorié comme le principal contact de la victime. Sous le langage formel se trouvait une case à cocher. Assister à l'audience ou décliner. Je l'ai fixé longtemps. Puis, sans hésitation, j'ai coché et décliné. Le curseur a clignoté sur l'écran comme un battement de cœur. Puis il a disparu alors que j'appuyais sur soumettre. Certains combats n'ont pas besoin d'être revisités. Certaines victoires ne restent propres que lorsqu'on s'en éloigne. Plus tard ce soir-là, je suis rentré dans un appartement qui avait toujours l'air d'appartenir à quelqu'un en transit. Mobilier minimal, quelques citations encadrées, une plante à moitié morte sur le rebord de la fenêtre. J'ai laissé tomber ma veste sur la chaise et je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de café instantané. Dehors, un orage se préparait, des nuages sombres rampant dans le ciel, des éclairs vacillant derrière eux comme des flashs lointains d'un autre monde. Le bulletin météo disait qu'il passerait d'ici le matin. Il le faisait toujours. J'ai parcouru ma boîte de réception, supprimant les spams, les mises à jour de projets, une note de service à l'échelle de l'agence sur le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Puis, niché en bas, un nom que je n'avais pas vu depuis un moment, Barbara Caldwell. Un autre email, celui-ci daté de 3 jours, l'objet disait « Nous sommes désolés, Emma ». Pendant un bref instant, la curiosité a vacillé, mais seulement brièvement. Je l'ai ouvert, non pas pour lire, mais pour voir. Le texte commençait avec le même rythme vide qu'avant. Des explications, des rationalisations, une mention de thérapie familiale et du rétablissement de Lorraine. Puis une ligne s'est démarquée, non pas parce qu'elle était sincère, mais parce qu'elle était vraie, à sa manière tordue. Tu es devenu quelqu'un que nous ne pouvons plus atteindre. Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai souri. Ce n'était pas une insulte. C'était une confirmation. Ils ne pouvaient pas m'atteindre parce que j'étais sorti complètement de leur orbite. Leur bruit ne résonnait plus dans ma tête. Leur rire, leur mépris, même leur culpabilité, tout cela appartenait à une fréquence différente maintenant, une que j'avais depuis longtemps cessé d'écouter. J'ai fermé l'email, je l'ai supprimé, et j'ai vidé le dossier de la corbeille. Définitivement parti. La pluie a commencé à taper contre la fenêtre, douce et rythmée. Je me suis adossé, sirotant un café qui était devenu tiède. Sur le mur en face de moi était accrochée la seule chose personnelle que je gardais, une citation encadrée, signée par le directeur des opérations de renseignement. Il ne s'agissait pas de grade ou de reconnaissance. Il s'agissait d'une ligne en bas, manuscrite à l'encre bleue. La discipline est la forme de vengeance la plus silencieuse. Je n'ai jamais su qui l'avait écrite. Peut-être Moore, peut-être Sarah, peut-être quelqu'un au bureau qui comprenait que la justice ne vient pas toujours avec des applaudissements. Le lendemain matin est arrivé tôt, comme toujours. J'étais de retour en uniforme, les bottes bien lacées, les cheveux tirés en arrière, la cicatrice sur mon épaule à peine visible sous le col. Dans le miroir, je n'ai pas vu une survivante ou une victime, juste une soldate qui avait suivi le protocole jusqu'à la paix. Au débriefing, Jenkins attendait déjà avec de nouvelles données. Harris m'a tendu une impression et a dit, « Vous savez, capitaine, votre calme sous la pression nous fait peur, parfois. » Bien, ai-je dit. Ça veut dire que ça marche. Ils ont ri. Le genre de rire qui ne portait aucune méchanceté, seulement du respect. Le reste de la journée s'est déroulé comme sur des roulettes. Propre, efficace, sans histoire. Mais quelque part, entre le bourdonnement des moniteurs et le cliquetis des claviers, j'ai réalisé que c'était ça, la vraie fin. Pas le procès, pas le verdict, pas le silence qui a suivi. C'était le fait que la vie continuait, et que j'en avais le contrôle. Quand la journée de travail s'est terminée, j'ai éteint mon écran, j'ai ajusté ma veste, et je suis sorti du bâtiment. Le soleil était revenu après l'orage. L'air était vif et clair, portant cette odeur électrique de pluie frappant le béton chaud. Je n'ai pas pensé à Lorraine. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'ai même pas pensé au tribunal. J'ai pensé à l'avenir, structuré, discipliné, silencieux. Le genre de silence qui ne cachait plus la douleur. Le genre qui signifiait la paix.